Il est difficile de parler des différentes mouvances qui ont nourri le discours du FLQ sans évoquer la pauvreté extrême qui a marqué l'histoire d'une petite ville de la Rive-Sud de Montréal, ville Jacques-Cartier. Les frères Paul et Jacques Rose de la cellule Chénier, qui enlèvera le ministre Pierre Laporte, y sont nés. Pierre Vallière y a passé une partie de sa jeunesse et brossé un portrait saisissant de cette misère dans Nègre blanc d'Amérique. Ville Jacques-Cartier, c'est pour Paul Rose la découverte d'une dure réalité sociale qu'il cherchera à dénoncer. Paul Rose, si on essaie de refaire votre parcours, très, très jeune, vous avez été sensibilisé, vous, à la pauvreté dans un coin sur la rive sud de la rive de Montréal, c'était ville Jacques-Cartier. C'était vraiment la misère, ça? La ville même, la ville Jacques-Cartier, était un peu un dortoir ou un ghetto, en quelque part, dans la mesure que, bon, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de rue, pas de trottoir, pas de rue en asphalte, je veux dire, donc des rues en terre goudronnées. Mais, par contre, on a été très heureux là-dedans, les enfants, Martin. On a vécu ça avec une grande liberté, on peut dire. C'était une période très difficile, dans la mesure que, difficile dans le sens que, au niveau des besoins élémentaires, de se nourrir, de se vêtir, tout ça, c'était beaucoup plus minimal. Moi, je me souviens aussi, beaucoup de maisons qui brûlaient parce qu'il n'y avait pas de pompiers. Les pompiers, comme il n'y avait pas d'eau, il y avait seulement un camion à réservoir qui se vidait assez rapidement. Il n'y avait pas de bonne fontaine. Alors, donc, les maisons, quand ils brûlaient de but en blanc. Alors, j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. J'en ai vu, là, calcinés aussi, sur la rue de la Salle en particulier, là, je me souviens, de voir les enfants brûlés, calcinés dans leur lit de métal. Et quand tu dis que tu as joué avec eux autres la veille, c'est sûr qu'on a appris beaucoup à être autonome, à se débrouiller soi-même, puis beaucoup de solidarité avec le quartier, l'environnement du quartier. Mais cette conscience sociale, vous dites, ça vient de votre mère surtout. Oui. C'est basé sur quelle valeur? Bien, la solidarité. Une solidarité de quartier. Une solidarité avec d'autres jeunes de notre quartier, avec d'autres parents. Et il y en a qui sont plus pauvres que d'autres. Donc, on s'entraide entre nous. Alors, c'est des éléments comme ça qu'on apprend dans la misère, si on peut dire, à se tenir ensemble, coude à coude, parce que on s'en sort par nous-mêmes. C'est comme ça, on réussit à s'en sortir par nous-mêmes, malgré les beaux discours des politiciens, des curés et tout ça. On s'en sort par nous-mêmes. Alors, parce que les solutions, on les expérimente nous-mêmes. Un petit peu plus tard, vous êtes retrouvé au Collège Sainte-Marie pour poursuivre vos études classiques. C'était pas courant dans notre milieu d'aller à un collège classique. J'allais étudier à la bibliothèque municipale. J'ai vu dans des prospectus qui étaient installés dans un coin de la grande salle de lecture toutes les inscriptions pour les écoles, pour aller pour les collèges, ça. Et là, je me suis mis à lire ça. Et là, j'ai vu le Collège Sainte-Marie classique. On pouvait rentrer là sans avoir fait les 4 premières années. Okay? Donc, pas de latin, pas de grec. Ça nous faisait peur un peu, ça, nous autres, dans les milieux populaires, le latin et le grec, là. Déjà que contrôler la langue française, c'était tout un défi. Et c'est comme ça que je me suis ramassé au Collège Sainte-Marie. Et ça m'a donné, c'est sûr, beaucoup d'outils. Les collèges classiques de privés deviennent publics et que les instituts de technologie, d'instituts étatiques qu'ils étaient, deviennent publics à leur tour. Au milieu des années 60, les universités sont ouvertes. Les polyvalences sont ouvertes. Et tous les fils et filles d'ouvriers et d'ouvrières se ramassent là. Les jeunes, et tous les jeunes étaient pas mal contestataires. Okay? Puis c'était pas dur de contester à cette époque-là, dans la mesure que les règles qu'il y avait avant de société étaient tellement là, fermées. Et ça a été comme stoppé à la fin des années 60, en 69, avec le règlement anti-manifestation du maire Drapeau, qui interdisait toute manifestation, sauf la coupe grise, tout ça. De ce genre de répression stupide, c'est ce qui a amené, entre autres, le FLQ. Parce que nous, c'est sûr que
on voyait que tout ça, c'était fini. Donc, tout ce qui était efficace ne marchait plus. C'était quand même des années où qu'on n'a pas vu passer d'une certaine façon. On y pense plus aujourd'hui, mais ces années-là nous ont formés, effectivement, aux dures réalités de la vie. La lutte clandestine, c'est, à votre avis, c'était la meilleure façon de défendre les causes auxquelles vous croyez? C'était la seule façon qu'il y avait de continuer à les défendre. Mais le FLQ 70 est né parce qu'il y avait une répression qui empêchait tout un mouvement de jeunesse d'être efficace. En septembre 70, donc avant Ouais. les événements d'octobre, Ouais. FLQ est un peu désorganisé. Et puis, on décide de procéder à des enlèvements. Là, c'est sérieux. Ouais. Mais vous votez contre. Quand tu fais une action, c'est facile, une action. Mais il faut que tu passes à l'autre après. Alors, dans ce cas-là, il n'y avait pas de plan B. La question principale qu'on posait, qui était l'enjeu dans le débat, qu'est-ce qu'on fait s'ils refusent de négocier? Et à ça, il n'y avait pas de réponse. Parce que il faut aller en chercher un autre, non? On n'est pas organisé pour le faire. Vous trouviez ça risqué, un peu amateur? Pas nécessairement amateur, mais précipité. Parce que quand même, il y avait toute une surveillance qui avait été faite de différents candidats qui pourraient être kidnappés. Il y avait des alternatives. Il y en avait d'autres, des Américains. Il y avait des gens d'affaires comme le Beaver Club. Tu sais, on pouvait rentrer là puis en sortir une vingtaine. Vous étiez déçu, vous auriez souhaité, au fond, qu'il y ait eu une double opération, au fond, concertée, Ouais. c'est ça? Quand les cellules se donnent un mandat, ils se le donnent en rapport avec ce qui est voté. Et le mandat, c'était le communiqué numéro 1 et c'était l'enlèvement de deux. En tout cas, nous, on le comprenait comme ça. L'Américain, il n'était pas loin. Là, il était à quelques mètres de la maison de Cross. Quand on est allé aux États-Unis, c'était pour ramasser des armes, des armes plus que celles qu'on avait là, et puis ramasser de l'argent. Et là, quand on a appris qu'il y avait un kidnapping qui avait été fait, mais que c'était juste le Britannique, là, on a dit, hey, là, ça marche pas. Parce qu'il y a toute la dimension de l'impérialisme qui n'est pas là. Alors, oui, on était déçus parce que c'était pas conforme au plan, que ça risquait de passer pour des actions racistes. 5 jours seulement après l'enlèvement de James Cross, vous êtes allé enlever, vous, la cellule Chénier, Pierre Laporte, Ouais. vice-premier ministre du Québec, ministre du Travail de Robert Bourassa. C'est pas un Américain. Non, c'est sûr. Nous, on s'en va voir d'où ce que c'est les Américains. Il y en avait un à Pierrefonds, OK? Et lui, bon, c'est dans le West Island. Ils sont à peu près tous dans le West Island, de toute façon. Donc, c'était assez surveillé. L'autre qu'on est allé voir, c'était sur l'île des Sœurs. Lui, c'est plus proche de la rive sud, OK? Mais le pont Champlain était, lui aussi, surveillé de but en blanc. Alors, c'est là qu'on a décidé, parce qu'on connaissait où c'était Pierre Laporte, on savait qu'il y avait une espèce de plaque de cuivre à l'entrée de sa maison. Avec Pierre Laporte dans le char, on a croisé 2 chars. Il y en a un qu'on a vu, qui a passé en avant de nous. Puis un autre, c'est les gyrophares allumés. On a passé tranquillement à côté. T'sais. Les gyrophares allumés, mais je sais pas qui cherchait, là. Mais nous autres, on était quand même assez bien déguisés, pour dire. T'sais. Il y avait comme une urgence que de l'autre côté, il y en aurait parti, qu'il y en aurait réponse. Okay? Bon, alors, ça a été la réponse inverse. On a fonctionné avec ce qu'on avait. Si notre objectif, ça avait été de tuer Pierre Laporte, on l'aurait fait là, quand on est allé kidnapper. C'était ça l'objectif. C'était pas ça l'objectif. Alors, c'est certain que dans toute cette démarche-là, la question des mesures de guerre a été déterminante. Toutes ces pseudo-négociations-là, pour le gouvernement, c'était de la frime, puis c'était juste pour gagner du temps. À partir du moment où ça a été fait, il était devenu votre otage, vous aviez la vie d'un homme entre vos mains. Oui. C'est sûr, ça change un peu la perspective, on peut dire. Bon, mais en même temps, il
faut comprendre que c'est un feu roulant, ça. On est dans l'action-réaction. Il y a des communiqués à faire, la réaction des politiciens, réaction d'Ottawa, réaction de Québec. Alors, on a tout ça à amalgamer et à gérer. Alors, c'est... Donc, moi, je me souviens que pendant cette période-là, je me souviens pas d'avoir mangé dans cette période-là. Pendant la captivité de Pierre Laporte, là, pendant ces jours-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, je parle sur le plan humain, humainement parlant? C'est le fait qu'il a été abandonné. Et ça, il a été abandonné par toute sa gang, complètement. Ça, c'était pour moi, là, c'était l'élément qui m'a le plus, comme je dirais, touché, d'une certaine façon. Est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, je suis touché au point où on va le laisser aller? C'est sûr qu'ici, aujourd'hui, on peut se poser la question, mais quand on est dans le feu de l'action, dans le feu roulant de l'action, dans les échéances qui se bousculent, alors c'est sûr que il y a pas qu'un élément qui entre en ligne de compte. À ça, il faut ajouter aussi le climat interne qu'il peut y avoir sur la rue Armstrong, la tentative d'évasion, le fait que M. Laporte se soit garoché dans la fenêtre. C'est ce qu'on en a déduit, là, finalement. Mais ça montre un peu l'état désemparé dans lequel il pouvait être. Moi, l'interprétation que je pouvais donner par la suite à ces éléments-là, c'est qu'il a vraiment senti dans le discours des différents politiciens qu'on l'abandonnait. Est-ce que la mort de Pierre Laporte aurait pu être évitée? Oui, c'est sûr. Ça, j'en ai la conviction morale. Ça. Donc, la mort de Pierre Laporte n'était pas préméditée? Non, elle n'était pas préméditée. Un accident? Je n'irais pas à dire jusqu'à un accident. C'est un accident bête et méchant, non. Mais c'est sûr que quand on est dans un espace où les situations changent d'heure en heure, donc les options changent aussi. Hein? Alors, il y a comme des adaptations, tout ça. Alors, c'est pas totalement accidentel, c'est certain, mais c'est pas non plus totalement gratuit. Jamais, au départ, on avait comme intention d'en finir de cette façon-là. On a fait ça parce qu'on croyait à l'avancement de la société. Alors, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être. Peut-être, on n'est pas nécessairement à l'abri de toute vérité ou pas, là. Peut-être, on fait des choix dans la vie. Mais on ne pourra jamais nous dire qu'on n'a pas essayé. Vous avez payé votre dette à la société. Je crois comprendre que vous vous êtes pardonné à vous-même. Bien, pour se pardonner, il faut quand même qu'il y ait eu quelque chose à pardonner. Vous comprenez? Je sais qu'en disant ça, il y a beaucoup de gens qui vont se sauter. Mais c'est la réalité. Êtes-vous en paix avec vous-même? J'ai toujours été. C'est bien beau de dire on va enlever quelqu'un, puis on dit au gouvernement on vous donne tant d'heures pour accepter nos revendications, sinon... Mais dans le fond, c'est des mots. Jamais tu penses humainement avant que ça va se rendre jusque-là. Tu peux pas envisager ça. Tu peux pas penser ça. Puis arrive le moment où ça se produit, mais c'est un moment qui est tellement à chaud, qui est tellement violent émotivement, qui est tellement... Qu'est-ce qui a fait que la balance a penché d'un bord plutôt que de l'autre? Sous la pression, là. T'as pas le temps de faire des analyses, là. Ça devient tragique. Au sens de tragédie grecque. C'est pas un drame, c'est une tragédie. La révolution, c'est pour le rêve, c'est de vivre dans un monde où la vie serait meilleure, serait plus belle, serait plus humaine. Puis là, tu te ramasses, t'es confronté, c'est pas à la vie, t'es confronté à la mort. Ça, je pense, c'est la contradiction la plus difficile à vivre, la plus dramatique, la plus tragique. Dans le fond, tu rêves pour un monde, tu rêves pour un idéal, quelque chose de beau. Puis
puis ce que tu as devant toi, c'est pas beau. Moi, je vis avec ça. Puis ceux qui disent que le temps, ça fait oublier, c'est pas vrai, ça. On dirait plus que je vieillis, plus que ça devient difficile à porter, difficile à assumer. Je vais toujours l'assumer. Je dis pas que je dors pas la nuit, là, c'est pas vrai, là. C'est pas... Bon, mais je dis que des fois, tu as de la misère à justifier ça. Je pense que ça serait le terme.